La région des Hauts-de-France est majoritairement composée de paysages agricoles. On a 60% de grandes cultures, donc de terres arables, on a 10% de prairies, on a 12% de territoires qui sont urbanisés, on a 15% de forêts aussi. Alors c'est peu, c'est 2 fois moins que la moyenne nationale, mais nos forêts sont plutôt de bonne qualité écologique parce qu'elles sont anciennes. Et puis on a des petits joyaux de biodiversité, des confettis de nature comme ça, avec des pelouses calcicoles, 10 000 hectares, donc c'est vraiment pas grand chose, qui sont très disséminés dans la région. On a des marais et des tourbières alcalines. Puis difficile de faire l'impasse aussi sur le littoral, on a un littoral d'exception. Parcelle 205. Vous leur donnez pas des petits noms un peu plus... Les rencontres nationales des acteurs et actrices de l'éducation à la nature et à l'environnement, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans sur un territoire différent, organisé par le FREN, le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement, et avec des acteurs locaux. On change de territoire chaque fois, à chaque événement. Et c'est un espace de rencontre avant tout entre les acteurs et les actrices de l'éducation à la nature et à l'environnement, mais aussi de rencontre avec les habitants, avec les autres parties prenantes des questions d'éducation, de nature, d'environnement, avec le territoire, ses paysages, sa nature. D'accord. Un chêne, vous laissez en plein milieu de nulle part, il va avoir des gourmands de partout, il va s'étaler, il faut chercher la lumière. On a choisi pour ces 32e rencontres de travailler la question des conflits environnementaux, comment l'éducation peut bâtir des solutions dans des situations où on se rend compte de plus en plus la multiplication des tensions, des prises de position tranchées, et comment on peut, nous, les acteurs de l'éducation, servir un petit peu de médiateur, ajouter de la nuance, de la complexité à ces sujets, car on voit qu'avec l'accélération des crises environnementales, ces tensions, elles se multiplient et elles aussi se radicalisent parfois. Cette semaine de rencontres nationales des acteurs de l'éducation à l'environnement commence par 2 jours d'immersion. Alors 2 jours d'immersion, on va répartir l'ensemble des participants en petits groupes pour que chacun puisse vivre une expérience de pleine nature pour approfondir le thème de ces fameux conflits environnementaux qui sont la thématique de ces rencontres et qui sont très prégnants dans notre travail au quotidien, dans notre vie personnelle aussi. Bonjour. C'était eu mon téléphone. Ah ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça. D'accord, marrant. La ferme s'appelle les Jardins Notteboom. Donc on est à Bailleul dans les Flandres. On est à 2 avec ma femme sur 8 hectares. Donc on cultive des légumes, des fruits, en extérieur et sous serre, en agriculture biologique. Du coup, ici c'est quand même extrêmement peuplé, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de trucs autour. Enfin, vous voyez tout de suite les lignes de tension, le TGV, le matin les avions. Donc là, l'eau elle arrive, en gros, bien là où il y a le tracteur. Un des premiers conflits environnementaux qu'on va retrouver dans le monde agricole, ça va être bien sûr la pollution. On va retrouver malheureusement beaucoup de personnes qui vont avoir, on l'a vu avec le maraîcher qui nous disait qu'il avait des traitements des autres qui venaient sur ses parcelles qui lui sont en bio. Mais on va avoir aussi des gens qui habitent à côté de parcelles qui peuvent avoir des traitements qui viennent jusqu'à chez eux. Ça va engendrer une pollution de l'air, une pollution des eaux. L'autre conflit qu'on va retrouver, alors notamment dans les Hauts-de-France, c'est la perte de biodiversité et notamment la perte des milieux. On a des milieux qui sont en train de disparaître petit à petit, les forêts, les bois qui sont en train de disparaître, les marais aussi, parfois pour des constructions, parfois pour de l'agriculture. Ça va entraîner une grosse perte de biodiversité qui va engendrer des gros problèmes environnementaux pour les générations futures. Tout à l'heure avec encore des lignes d'arbres. Et là, l'année dernière, on vient de replanter encore des lignes tous les 30 mètres. Donc là, c'est différents projets avec différents organismes. Donc ça a commencé autour avec Pocheco, Canopée Reforestation, qui sont occupés de absolument tout. On a planté depuis notre arrivée déjà 4000 arbres, organisés en haies différentes. Donc il y a des parcelles qui sont séparées par des haies et des haies qui font tout le tour de la ferme.
pour permettre justement de capter le trop plein d'eau, de pouvoir faire de l'ombre l'été, de pouvoir casser le vent aussi dans les périodes de grand vent, et accueillir et rétablir un certain équilibre au niveau de la biodiversité. On peut essayer de retravailler avec des citoyens par exemple, de recréer des haies, de recréer des mares sur des parcelles agricoles ou autour des parcelles agricoles, recréer des fossés aussi, ce qui permet d'avoir une bonne biodiversité, une bonne biomasse qui va s'installer de plantes et d'animaux, mais aussi par exemple réinstaller des nichoirs à hirondelles. Les hirondelles, c'est des très grosses consommatrices d'insectes. C'est une population qui est en train de disparaître, c'est 60% des populations d'hirondelles qui ont disparu en 20 ans, mais c'est vraiment l'oiseau typique des milieux agricoles et des terres agricoles. Ici, Epipactis celeborine, qui sont protégés. On a aussi des... Alors, tout a cramé, c'est vraiment fin de saison, mais les spergulaires rouges, en fait, alors c'est pas une plante protégée, mais c'est une plante déterminante en SNIEF, donc c'est intéressant. Un terri, c'est un ensemble de roches en fait, ce qu'on appelle des stériles. C'est ce que les mineurs en fait sont allés creuser quand ils sont allés chercher le charbon. Et on a essentiellement du grès et des schistes. Et c'est ces roches-là en fait qu'on est venu évacuer, puisque en fait à l'époque c'était le charbon qui nous intéressait. Donc aujourd'hui on a des terris qui ont différentes hauteurs. Il y a des terris coniques, il y a des terris plats. Ouais. Donc ici on a une fumerole qui est apparue il y a à peu près 1 an et demi. Elle est apparue comme ça, hein. Elle était un petit peu moins large au début. Donc c'est typique des terris en combustion. Comme on a encore beaucoup de poussière de charbon, voire carrément des morceaux de charbon, le terri brûle en fait de l'intérieur. Donc les terris font un peu l'éloge du cosmopolitisme en attirant des espèces méditerranéennes, parce que ces terrils se réchauffent vite, en attirant des espèces aussi montagnardes, parce qu'un terri, aussi petit soit-il, va recréer des éboulis. Donc il y a des espèces de plantes qui sont inféodées aux éboulis qui vont s'y installer. Sur les terris, on va retrouver des espèces de landes, de pelouses calcaires aussi. Donc c'est véritablement un habitat de substitution très original pour le pays. Alors ici, bon, on est sur un terri, c'est une expérience un peu unique d'avoir 3000 pieds de vigne sur un terri. Petit à petit, en fait, le Champagne en fait, essaye de racheter des coteaux calcaires, des terrains en fait, qui sont... Alors des coteaux calcaires, ce sont des collines de craie avec pareil, tout un cortège de plantes et d'animaux qui leur sont typiques. Et du coup, le conflit, c'est de se dire, ben voilà, plutôt que d'avoir ces plantes, ces vipères, péliades, toute cette faune, etc., on risque d'avoir de plus en plus de vignes qui viennent s'installer parce qu'on s'aperçoit qu'on peut planter de la vigne de plus en plus à cause des réchauffements climatiques, quoi. À travers l'éducation à la nature et à l'environnement, on va chercher à donner, dans une démarche d'éducation populaire, on va chercher à donner à toutes et tous les moyens de se saisir des enjeux, de les comprendre, de les accompagner dans des changements de comportement quand c'est nécessaire, mais aussi de leur donner du pouvoir d'agir, une capacité à se mobiliser individuellement et collectivement en faveur des transitions écologiques. Voilà. D'où viennent les produits? Des ingrédients. Voilà, les ingrédients plutôt blé, huile de palme, etc. Et on a ici une carte d'où viennent les produits. Et pour les aider un peu, on a les distances de la France à... Voilà. L'éducation à l'environnement, c'est la connaissance du vivant, de son environnement proche, et c'est en ça que ça peut aussi aider à éviter des conflits, parce qu'on va comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on vit et comprendre les interactions entre tout le vivant qui nous entoure. Ce qui est important aussi de montrer et de faire comprendre à nos concitoyens et concitoyennes, c'est cette idée que en fait, tout est complexe. Et donc c'est plutôt donner les clés de lecture, de compréhension de la situation, des enjeux, des conséquences, des différentes solutions ou ce qui est tenu par chaque partie prenante d'un conflit pour que chacun puisse se positionner, on va dire, sereinement. Qui peut être
Le fait d'être pauvre, d'être riche, voilà, d'être un homme, une femme, etc. Donc, un ensemble de déterminants qui vont agir sur la santé de l'individu. Et une des fonctions de la promotion de la santé, c'est d'agir sur ces déterminants. Ça veut pas dire... Adaptons notre langage, adaptons nos modalités d'action pour être accessibles aussi à tous. Il y a aussi cet enjeu-là. Et pour éviter que on ait l'impression qu'on ne s'intéresse qu'à une catégorie de population ou de ceux qui disposent le plus de moyens culturels, sociaux, économiques pour agir. Vous trouvez les bonnes couleurs? Mais on fait qu'une couleur à la fois ou on s'y met tous, on farfouille. Sa couleur, non, d'accord. C'est un travail d'équipe, un beau travail d'équipe. Jaune, allez, moi je vais là-bas pour chercher les fleurs. Alors attends là. Moi je vais trouver une mûre. Moi je mets une option sur le rouge-rose là, je prends une mûre. Toute la population, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, a des choses à dire à partir du moment où on leur donne la parole, où on les sollicite sur cette question-là, comme sur d'autres questions. À partir du moment où on vous sollicite sur une question, même si a priori ce n'est pas forcément notre domaine, on a peut-être un avis à donner, une suggestion à faire. Donc c'est important aussi pour les personnes en situation de handicap, comme les personnes en situation de précarité ou d'autres types de populations. J'ai été la collègue de la personne qui était référente du projet et en fait l'idée c'était vraiment de construire des outils pour permettre aux personnes handicapées de profiter de la nature. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous avez envie de faire dehors, et du coup de là est née toute cette malle pédagogique, donc les masques pour se déguiser dans la nature, les boîtes à formes parce que y a plein de formes différentes dans la nature, et tout ça c'est vraiment né grâce aux enfants avec qui on a travaillé, quoi. Ça, j'imagine, c'est des petites boîtes à odeur. C'est des boîtes à odeur, effectivement. Bon, là, elle sent le bois, je pense. Il y a certainement, oui, un besoin, on va dire, sociétal très large à être plus sensibilisé aux questions écologiques, au rapport à la nature. Et il y a sans doute même un projet politique aussi à mener par rapport à ça de plus grande ampleur, en fait, de recréer un lien à la nature, à l'écologie, qui contiennent un projet de société en fait, un projet de vivre ensemble dans la limite et dans le respect des conditions d'habitabilité de la Terre. Cette semaine-là, elle permet aussi de replacer la question des émotions et de la beauté au centre du débat. Voilà. Parce que si les arguments scientifiques et les chiffres dont nous sommes bombardés sont très utiles pour justifier la nécessité de préserver la nature, je suis intimement convaincu que la société civile ne se mettra en action que sur des arguments liés aux émotions, à la beauté, au désir.